Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Des liens existent bel et bien entre le terrorisme et le séparatisme, souligne le communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Un succès diplomatique pour le Maroc qui est fortement engagé pour la paix et la stabilité du continent africain. Nous braquerons également les projecteurs sur une action solidaire en faveur des enfants nés avec une malformation cardiaque au Maroc. L'initiative leur permet de caresser l'espoir de guérir grâce à des opérations réalisées à titre gracieux. Derrière l'initiative, une équipe médicale franco-marocaine. L'arganier, arbre béni, millénaire et endémique, les professionnels de la médecine traditionnelle et de la cosmétique se l'arrachent. Ces bienfaits sont nombreux et ces secrets jalousement gardés par nos concitoyennes. Pour elles, c'est une source de revenus. Bonsoir, avant de développer ces titres, sachez que le politologue Moustapha Shemmi est notre invité ce soir. Il nous fera un éclairage sur ce qui a marqué principalement la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, événement qui s'est tenu à Marrakech. La réunion ministérielle donc de la coalition mondiale contre Daesh, un conclave international d'envergure qui a confirmé le rôle stratégique du Maroc dans l'effort de la mobilisation internationale contre le terrorisme et en faveur de la paix et de la stabilité régionale, particulièrement en Afrique. Les travaux de ce grand événement planétaire ont été sanctionnés par la publication d'un communiqué final. Les développements tout de suite en compagnie d'Iman Ablo. Face à la prolifération des mouvements séparatistes en Afrique, les participants à la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh expriment leurs préoccupations. Le communiqué final qui sanctionne les travaux de cet événement d'envergure réaffirme une détermination commune à poursuivre la lutte contre l'organisation terroriste. Sous les auspices de la coalition mondiale, l'Africa Focus Group devrait renforcer les capacités antiterroristes dirigées par des civils des membres africains de la coalition, soulignent les membres et partenaires de la coalition, mettant en exergue la nécessité de favoriser les synergies au sein de ce focus group avec d'autres efforts et initiatives de lutte contre le terrorisme international. Les participants ont également rappelé l'approche civile adoptée par la coalition dans la mise en œuvre de ces efforts en Afrique, conformément au principe d'appropriation nationale et en accord avec les besoins des États membres africains. L'existence du nexus entre mouvements séparatistes et mouvements terroristes agissant en collusion est ici mise en avant en évoquant l'instrumentalisation des vulnérabilités existantes d'une manière à démultiplier leur impact déstabilisant. Les participants tirent aussi la sonnette d'alarme sur l'évolution de la menace de Daesh, notamment en Afrique. C'est dans ce sens que les participants décident de renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme des membres africains et de prendre en compte les enjeux et menaces posés par la prolifération des acteurs non étatiques, notamment les groupes séparatistes, comme facteurs de déstabilisation et de vulnérabilité dans la région. Autre urgence au programme, la coordination holistique et globale des efforts engagés par la coalition, notamment en termes de lutte contre le financement de Daesh, ses communications et ses combattants terroristes étrangers. La déclaration finale se félicite de la tenue de la première réunion de la coalition mondiale à Marrakech, en Afrique. Ce conclave international qui a réuni 79 pays constitue un tournant majeur dans l'engagement et la coordination internationale dont le combat contre Daesh, avec un accent particulier mis sur le continent africain ainsi que sur l'évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans d'autres régions. La réunion ministérielle de lutte mondiale contre Daesh a rassemblé 47 ministres, dont 38 chefs de diplomatie, tous unanimes sur l'engagement sans faille du Maroc et sa lutte sans relâche dans la lutte antiterroriste en tant que partenaire stratégique et incontournable dans ce combat mondial. Cette grand-messe anti-Daesh a été marquée par un large soutien au plan marocain d'autonomie et à l'intégrité territoriale du royaume. Nos envoyés spéciaux à Marrakech, Mohamed El Shgar, Larbin Hayri, Mehdi Chtaïbi et Youssef Al-Meziani. En l'espace de 3 jours, Marrakech aura abrité l'un des plus grands et des plus importants ballets diplomatiques centrés sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. D'intenses entretiens diplomatiques du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avec ses homologues de quelques 35 pays de divers
continent. La majorité ont réitéré leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain. D'autres ont exprimé cette position pour la première fois, tels les Pays-Bas ou encore Chypre. Bref, cette semaine aura été marquée par une nouvelle percée diplomatique au sujet de l'évolution de la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Pour cette journée, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu des entretiens avec la secrétaire d'État suisse chargée des affaires économiques, puis avec le vice-président de la Commission européenne, commissaire au commerce, suivi d'entretiens avec les ministres des Affaires étrangères de Géorgie et du Yémen, qui a réitéré la reconnaissance de la marocanité du Sahara. J'ai réaffirmé la position constante du Yémen et son soutien au Maroc au sein des instances arabes internationales, notamment pour ce qui est de la marocanité du Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume. J'ai également salué la stabilité et la sécurité dont jouit le Maroc. Les entretiens se sont poursuivis en fin de matinée avec le chef de la diplomatie de la Macédoine du Nord, puis de la République démocratique du Congo. Le Maroc est un allié traditionnel depuis l'indépendance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous avons décidé de doper davantage les relations entre nos pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous allons très rapidement, dans les plus brefs délais, réunir la commission mixte Maroc-RDC pour évaluer et pour tracer des perspectives d'avenir qui doivent être de belles perspectives et intensifier nos partenariats. Et en début d'après-midi, Nasser Bourita s'est entretenu avec la ministre bosniaque des Affaires étrangères, puis avec la chef de la diplomatie du Burkina Faso. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, professeur Moustapha Shehimi, le politologue Moustapha Shehimi. Professeur, bonsoir. Alors la question du Sahara marocain, comme nous l'avons vu pendant le reportage, s'était invitée au débat naturellement. Elle était même au cœur de ces débats et de ces entretiens bilatéraux tenus par Nasser Bourita. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc a engrangé un large soutien de la part de plusieurs pays présents pendant cette grande messe anti-Daesh. Un soutien aussi fort et franc à l'intégrité territoriale du Maroc, un succès diplomatique indéniable. Veuillez préciser, mais encore, professeur Shehimi. Effectivement, c'est une diplomatie en mouvement, donc attestée par un certain nombre d'initiatives qui sont connues. L'agenda de cette conférence, qui avait pour objet donc la coalition mondiale contre Daesh, n'avait pas formellement dans son ordre du jour la question du Sahara. Ce qui était posé, c'est donc les menaces terroristes pesant sur la région, en Afrique, ailleurs, etc. Ça, c'est la diplomatie institutionnelle, c'est-à-dire le cadre institutionnel existant. Parallèlement à cela, évidemment, nous sommes dans un cadre conventionnel de ministres des Affaires étrangères, de représentants qui, en dehors des points évoqués dans l'ordre du jour, se retrouvent par ailleurs. C'est une diplomatie présentielle qui se réaffirme, qui prévaut aujourd'hui, après 2 ans de confinement. Et donc c'était une occasion pour le Maroc de reprendre contact avec les uns et les autres, des pays amis, partenaires, etc., et de faire le point sur quoi? Sur les questions intéressantes lors du jour de la conférence, mais évidemment sur la question du Sahara marocain. Laquelle question du Sahara marocain relève d'un point particulier qui est dans le communiqué, c'est le fait qu'il y a une liaison entre le mouvement terroriste et les mouvements séparatistes. Il faut expliquer que la position du Maroc sur ce plan-là, globalement, est une position qui répond à l'attente des pays africains. C'est la première fois que cette coalition se réunit dans un pays d'Afrique. Auparavant, c'était dans des pays européens. Et pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc a une expérience, il a un leadership, il a capitalisé un savoir-faire depuis près d'une vingtaine d'années, et donc les pays africains en particulier sont demandeurs de l'expertise marocaine et d'une vision. La vision marocaine, c'est quoi? C'est pas une vision sécuritaire stricte contre le mouvement séparatiste. C'est l'une des composantes évidemment, mais elle est beaucoup plus large. C'est une approche développée par le souverain depuis les attentats de Casablanca de 2003, c'est-à-dire une approche globale, multidimensionnelle. Pourquoi?
parce qu'il s'agit d'apporter une réponse à une menace majeure, et la menace ne peut pas être traitée simplement de manière sécuritaire. Donc il y a là une approche multidimensionnelle, culturelle, socio-économique, holistique, comme vous dites, culturelle et cultuelle religieuse. C'est tout ça qui fait que le Maroc est pionnier et a un leadership à propos de cette problématique-là, de la lutte contre la menace terroriste. Tous ces défis sécuritaires, stratégiques sont finalement intimement liés. Nous allons reprendre cette phrase que vous avez dite, qui ressort du communiqué final et qui relève l'existence d'un lien, de liens pernicieux, bel et bien entre les mouvements séparatistes et les mouvements terroristes. Ce sont même, et je reprends là encore les mots du communiqué, deux faces de la même pièce. Ce n'est pas nouveau, professeur Sahimi. Le Maroc a à plusieurs reprises, maintes fois, mis en garde et alerté sur cette grave menace qui guette la région, la stabilité et la paix dans la région. Stabilité et paix pour lesquelles le Maroc travaille d'arrache-pied et œuvre avec plusieurs efforts. Le Maroc est en veille depuis près de décennies. C'est pas seulement la veille, vigilance, mais en même temps une politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut s'interroger sur les conditions objectives qui font que des mouvements terroristes puissent s'installer dans telle ou telle région. Ça tient à une conjonction de facteurs. Des facteurs extérieurs, évidemment, c'est du fait qu'il y a des stratégies d'international islamiste que vous connaissez, c'est-à-dire... Et parce que le mouvement s'est affaibli en Irak et en Syrie. Oui, mais ça reste une internationale. C'est-à-dire il y a deux internationales en gros. Il y a Al-Qaïda et il y a l'État islamique. Et il y a eu l'échec donc d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie, c'est connu, etc. Et il y a eu un transfert de l'Afghanistan vers l'Irak-Syrie, puis vers la Libye, et ensuite, tout à fait, et ensuite vers le Sahel. Pourquoi le Sahel? Parce que c'est une zone particulière où il y a six États frontaliers, où il y a des problèmes tribaux, et des problèmes ethniques, et des problèmes économiques, intercommunautaires, et il y a des problèmes touchant à la faiblesse de l'État, de la difficulté pour l'État à asseoir son autorité. C'est sur ce plan-là qu'il faut évoquer les facteurs, après les facteurs externes, les facteurs internes. Les facteurs internes, c'est la situation de chaque pays, de conditions économiques, tout ça, etc., et des facteurs de tribaux, des facteurs ethniques, de communautés qui ne sont pas réglés, qui sont liés à un manque de cohésion sociale, aux difficultés des États indépendants depuis les années 60. C'est dans ce terreau-là que s'incrustent donc les mouvements terroristes, avec une déclinaison particulière. Des zones de tension et de division, professeur. Des zones de tension, de division et d'exacerbation, de contradictions qui étaient dormantes ou semi-dormantes. C'est comme ça qu'il y a donc un terreau favorable donc à ces mouvements terroristes. Et le Maroc a pris en compte tous ces paramètres-là depuis des années en proposant une approche globale qui nourrit le séparatisme. Le séparatisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire se détacher d'une entité étatique. Et le Maroc est bien placé sur ce plan-là du fait de son expérience en disant le mouvement séparatiste dans les camps sans Tindouf, c'est un mouvement séparatiste qui est lié d'ailleurs à une économie mafieuse, qui est lié à des réseaux de criminalité, on le sait, de transfert, etc. Et le Maroc est attaché au principe de l'intégrité territoriale des États, et c'est comme ça que des pays comme la Turquie, comme d'autres, etc., ont apporté leur appui. Je voudrais signaler tout de même, pour la cause nationale, pour finir, c'est une occasion donc collective de délibération sur la question de la lutte contre la coalition, contre Daesh évidemment, mais aussi faire le point sur des rapports bilatéraux. Ça offre une opportunité particulière à notre diplomatie d'être présente, de nouveau des contacts, de réactiver des liens, des soutiens, etc. Et c'est comme ça qu'on a il y a des pays qui ont réitéré leur soutien, vous l'avez dit, j'y reviens pas, et il y a deux pays qui pour la première fois prennent position de manière plus claire, c'est Chypre et surtout la Hollande. Oui, la Hollande, c'est intéressant, un mot, parce que c'est un pays européen, c'est un pays de l'Europe du Nord, de l'Europe du Nord, des pays nordiques, c'est un pays membre du l'UE, et c'est un élément
qui va être un vecteur d'accélération de la reconnaissance par l'Union européenne à terme de la marocanité du Sahara et qui va poser des problèmes à un certain nombre de pays partenaires. Je pense en particulier à la France qui est très en retrait sur ce dossier-là. Pour générer un nouvel effet d'annonce et qui ne manquera sûrement pas avec la nouvelle présidence du président Macron de revoir un peu son appréhension de la question nationale. Merci beaucoup, professeur Sahimi, pour cet éclairage. Merci à vous. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'opération de sélection et d'incorporation des appelés pour le service militaire débutera le 16 courant. Un communiqué du ministère de l'Intérieur invite les jeunes appelés ayant reçu les ordres d'appel à se diriger, selon la date fixée à cet effet, au centre de sélection et d'incorporation pour effectuer le test d'aptitude physique. Les jeunes concernés doivent se présenter au centre de sélection et d'incorporation munis de l'ordre d'appel, de la carte nationale d'identité électronique, d'un extrait de l'acte de naissance, d'un certificat scolaire et d'une copie du diplôme obtenu, le cas échéant, ainsi que de leurs propres objets personnels. Un enfant sur 10 né avec une malformation cardiaque au Maroc et pour la plupart, la chirurgie s'impose. Sauf que voilà, ces interventions sont souvent, comme vous le savez, onéreuses et non abordables pour plusieurs familles. Et c'est justement pour offrir un espoir de guérison à ces familles qu'une mission de chirurgie cardiaque pédiatrique franco-marocaine s'est mobilisée à Rabat. Les premiers résultats sont fort heureusement déjà là. Hanan Al-Sallan, Yassine Lemrazi et Mariam El-Messi. Mbalou, un bébé d'origine guinéenne de 2 ans et demi, est né avec une cardiopathie complexe. La fillette vient de subir une opération du cœur, un succès, et pour la maman, un grand soulagement. Elle est née avec une malformation cardiaque. Elle se fatigue rapide, elle a envie de dormir à chaque fois. Son cas est vraiment compliqué. Donc ça m'a bouleversée jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Elle a passé son intervention hier. J'ai la chair de poule parce que je ne m'attendais pas à ça et pour sauver la vie de mon enfant. Donc alhamdoulilah, je remercie toute l'équipe. Mbalou et sa maman n'auront aucun frais médicaux à débourser. Et cela grâce à un partenariat franco-marocain entre l'association Les Bonnes Œuvres du Cœur et une clinique privée de Rabat. Le but de ce travail est d'aider tous les parents et les enfants qui sont de souches défavorisées de pouvoir bénéficier d'opérations faites entre les mains des plus grands professeurs du monde. Cette année, la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique a pris en charge une centaine d'enfants malades. Des petits patients présentant des malformations et des problèmes de valves. Ils ont bénéficié d'interventions, souvent au coût exorbitant. Ces enfants, pour l'instant, cette semaine, on en a fait 12. Il y a 1 mois, on en a fait 24. Il y a 2 mois, on en a fait une vingtaine. Donc, vous voyez, sur une année, on est à plus de 130 interventions chirurgicales cardiaques pédiatriques qui sont très compliquées et qui nécessitent une équipe. Un partage d'expertise qui s'élargit au-delà du bloc opératoire. Les chirurgiens étrangers sont chargés également de former leurs confrères marocains. De quoi pallier le manque important de cardiologues spécialisés en chirurgie cardiaque pédiatrique au Maroc. La 6e édition du Trophée de l'égalité professionnelle s'est tenue aujourd'hui à Rabat, instituée par le ministère de l'Inclusion économique de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Ce prix national récompense les entreprises qui respectent au pied de la lettre la parité en milieu professionnel et selon des critères bien précis. Des trophées sont remis et des certificats d'excellence sont délivrés. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, Madame Salima Admi. Bonsoir, Madame Admi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue, Madame Admi. Vous êtes la directrice du travail au ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. D'abord, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour choisir, pour distinguer ces entreprises ?
Très bien. Peut-être avant de parler des critères, je veux juste rappeler que le trophée de l'égalité professionnelle, comme vous l'avez bien précisé, est une initiative du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental qui vise le renforcement de l'autonomisation économique des femmes en augmentant le taux d'activité féminine au niveau de notre pays qui reste faible quand même, qui est aux alentours de 22 pour arriver à 30%. Donc, pour ce faire, cette initiative a été mise en place pour, d'une part, récompenser les efforts qui sont fournis par les entreprises du secteur privé qui veulent promouvoir cette égalité sur les lieux du travail. Et donc, pour évaluer les candidatures que nous recevons suite à un appel à candidature de la part des entreprises, le comité d'évaluation du trophée de l'égalité professionnelle, il se base sur 10 critères qui portent notamment sur l'existence ou non d'une stratégie de l'égalité au sein de l'entreprise. Également, on se base sur le parcours professionnel. Est-ce qu'il y a de l'équité en matière de promotion dans le parcours professionnel? Le processus de recrutement, est-ce qu'il respecte le principe de l'équité et de l'égalité au moment de recrutement, l'entreprise? Est-ce qu'elle le respecte? La question des salaires aussi peut-être qui est fondamentale? Oui, bien sûr. L'un des critères est relatif à l'égalité des salaires, également des conditions de travail. N'oublions pas d'autres critères aussi qui sont très importants. Vous pouvez les citer de manière assez brève? Très bien. Alors les critères qui sont relatifs à tout ce qui est maternité et paternité, ça c'est très important. Également les critères qui sont relatifs aux mesures à mettre en place pour faciliter aux salariés la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Surtout pour les mamans. Surtout pour les mamans, exactement. Et je termine par un critère que je considère très important, c'est l'expression des salariés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des délégués du personnel? Est-ce qu'il y a du dialogue social au sein de l'entreprise? Un dialogue social qui prend en considération cette question d'égalité sur les lieux de travail. Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on est entendu? Est-ce que les besoins sont anticipés? Il y a aussi la question de la mixité plutôt des métiers. Exactement. Alors la mixité des métiers également, il est très importante. C'est surtout pour sortir un petit peu de la notion de certains métiers qui sont féminines et d'autres métiers qui sont masculins. Donc l'idée, c'est d'avoir une mixité des métiers et ne plus avoir cette vision de réserver certains métiers seulement pour les femmes. Il y a aussi une question très importante relative à la violence, à la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, économiques. Exactement, l'un des critères également, est-ce que l'entreprise a mis en place des actions pour prévenir et traiter les violences qui sont basées sur le genre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a pris cette notion de violence qui peut arriver sur le lieu du travail en considération dans ses stratégies? Et comment il la traite? Donc des actions précises et bien concrètes. Madame Hadmi, pour renforcer la parité homme-femme et arriver à l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel et particulièrement dans le milieu des entreprises, un petit chemin a été quand même parcouru, mais qu'est-ce qui reste selon vous à faire? Les perspectives, les défis pour l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut corriger? À quel niveau il faut se rattraper? Voilà, le trophée de l'égalité professionnelle, ce n'est qu'une mesure parmi d'autres qui ont été mises en place justement pour améliorer la situation de la femme marocaine au travail. Malheureusement, nous avons encore un taux d'activité qui est un peu faible, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est aux alentours de 22%. L'objectif qui est visé par le programme gouvernemental, c'est de l'augmenter au moins vers 30%. Donc pour le faire, il faut agir sur plusieurs volets et c'est ce qui est en train de se faire par le gouvernement aujourd'hui. Donc il va y avoir des actions qui vont porter sur le renforcement des capacités des femmes, tout ce qui est formation. Il faut également mettre en place des mesures pour faciliter l'accès de la femme au marché du travail. Mais une fois il est sur le marché du travail, il faut penser également à des actions pour améliorer les conditions de travail. Et là, je veux juste signaler que l'accord dernier, l'accord social qui vient d'être signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, il y a 11 jours exactement. Exactement, c'était le 28 Ramadan dernier. Il a mis l'accent sur plusieurs actions qui visent justement cette promotion du travail de la femme. Là, je cite par exemple l'appui
aux femmes qui travaillent pour recruter les travailleuses domestiques, l'appui aux entreprises également pour mettre en place des crèches, soit dans l'entreprise ou inter-entreprise. Il y a également le congé parental pour les fonctionnaires. C'est une première et c'est une initiative qui montre un petit peu, je dis, l'équité sociale et une équité dans le partage des responsabilités. Un bel acquis après plusieurs mois de revendications. Merci beaucoup, Madame Salima Admi. Nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement. C'est la semaine internationale de l'arganier, un arbre béni endémique au Maroc. C'est aussi un pilier fondamental du développement durable et pour l'autonomisation des femmes, nos concitoyennes qui peuvent se targuer d'ailleurs d'être les gardiennes secrètes des 1001 secrets de cet arbre hautement apprécié en médecine traditionnelle et complémentaire, mais aussi pour son goût et ses bienfaits cosmétiques. Omé Maramli et Hijab Temek. L'arganier, un arbre millénaire fascinant aux 1001 secrets. Des secrets jalousement gardés par ces femmes. Elles jouent un rôle majeur dans toute la chaîne de valeur d'argan. De la cueillette au concassage à la production, un procédé méticuleux. La production de l'argan passe par plusieurs étapes qui sont assez compliquées. Pour passer de ce qu'on appelle affiage à l'huile d'argan, il faut beaucoup de travail à la main et c'est laborieux. Une tradition et un savoir-faire qui se perpétuent. Le devoir de transmission prend alors tout son sens. Les coopératives de production d'argan en sont témoins. Au cœur de ce travail acharné, des femmes qui ont la passion du métier jusqu'au bout des doigts. La production de l'huile d'argan et des produits dérivés ne se fait pas sans difficulté. Le changement climatique et la crise du Covid y sont pour quelque chose. Depuis un certain temps, les prix ont flambé, surtout ceux d'affiches. Notre souhait est que les prix se stabilisent. Ces denrées fait vivre beaucoup de familles. Il faut que ce secteur soit réorganisé pour que les coopératives puissent survivre. Il faut établir des prix de référence pour toute la filière et aussi limiter l'exportation à l'international. Nous proposons également la création d'un fonds pour la subvention des femmes qui travaillent dans ce secteur. Arbre endémique du royaume, l'arganier vit à l'état sauvage sur plus de 800 000 hectares dans le sud-ouest du pays. Son fruit est une véritable locomotive de l'économie solidaire. Madame Salima, ça rejoint un peu ce dont on parlait, puisqu'il est question de l'épanouissement de nos concitoyennes en milieu professionnel, mais aussi question principale et très intéressante de l'autonomisation des femmes. Exactement, c'est une très belle initiative qu'il faut encore encourager, peut-être y penser à les reproduire dans d'autres régions et dans d'autres secteurs d'activité. Très bien, parfait beaucoup. C'est ainsi donc c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.